Précédemment, dans Robots géants et petites culottes. Tout ça c'est très bien, me direz-vous, mais tous les animés de l'époque ne mettaient pas forcément en scène des robots géants ou des orphelins. Alors, n'y a-t-il pas d'autres raisons qui expliquent le succès de ces animés ? Les années 80 et 90 voient donc les animés s'installer en masse sur les chaînes de télévision françaises avec des records absolus d'audience et de popularité, mais aussi une influence directe sur les jeunes. Par exemple, à la rentrée 1987, en France, le nombre de benjamines inscrites à la Fédération française de volleyball a plus que doublé. Même chose en Italie et en Espagne. Comment l'expliquer? C'est très simple. Au même moment est diffusé Jeanne et Serge. Cette série exemplifie l'impact profond des dessins animés japonais sur les jeunes européens d'alors, qui dépasse largement le simple cadre des produits dérivés, et ceci nous amène non pas à un autre aspect novateur expliquant le succès des animés, mais à 3 d'entre eux qui sont, nous allons le voir, intimement liés. Premièrement, l'arrivée des animés dans nos contrées est synonyme de l'émergence du drame à destination des jeunes, qui en étaient jusque-là privés. Il ne faut pas l'entendre au sens strict de dramatique, mais plus au sens anglo-saxon de drama, puisque ce genre englobe aussi bien des romances, des comédies, de l'aventure et même de la science-fiction. Pour le dire simplement, le drama offre alors la possibilité de capturer l'attention du public grâce à une narration où on s'identifie à un personnage qui rencontre des obstacles, quels qu'ils soient, comme Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, et cela malgré l'univers dans lequel il évolue. Wigman, un jeune garçon comme les autres. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Oh Lucie, l'embrasse-moi, c'est assez d'espérer. L'idée est que quel que soit le thème ou le ton, les personnages sont écartelés, ils doutent, ils sont embarrassés, ils s'interrogent, ils ont plusieurs facettes, ils ne sont pas monolithiques ou manichéens, ils ne sont pas forcément sûrs d'eux-mêmes. Bref, il y a des conflits, des intrigues, des retournements de situation ou encore des quiproquos. Et tout cela est nouveau pour la jeunesse de ces années-là. Ni Casimir, ni Nounours ou encore le Manège Enchanté ne les avaient préparés à ça. Salut les copains. Bonjour Oscar. Bon anniversaire tonton. Toi aussi? Oh, j'aurais dû m'en douter. Je me suis caché dans ton nuage à la montagne. Cela donne lieu à une dichotomie très marquée par rapport à l'offre de cette époque des catalogues européens et américains. En effet, ces derniers avaient surtout une dimension éducative ou moralisatrice. Les univers, les scénarios et les personnages étaient le plus souvent édulcorés et infantilisants. Pour prendre un exemple très parlant, Musclor, malgré sa popularité, ne se prêtait guère à une identification possible de la part de nos chères têtes blondes, et il semblait également difficile de se faire véritablement du souci pour lui, étant donné le monolithe de testostérone qu'il incarnait. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas divertissant pour autant, mais à part sa faculté à vendre des jouets, on imagine mal comment on pouvait véritablement s'attacher à lui de manière profonde. Tandis que, venus d'Asie, les animés japonais proposaient pour beaucoup de vrais récits dramatiques aussi bien aux enfants qu'aux ados. Quand au volant de ton œuf cocu
aventures les plus folles. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Ce qui est très japonais dans cette approche plus sérieuse de raconter des histoires et qui a séduit les jeunes Européens, ce n'est donc pas une mise en scène glorifiant la violence, la compétition ou un antagonisme aveugle et binaire comme beaucoup ont pu le croire superficiellement. Ici, les personnages, certes, luttent contre, mais ils luttent aussi et surtout ensemble, comme le montre d'ailleurs presque systématiquement Actarus, qui s'appuie très souvent sur Alcor, le professeur ou encore Vénusia pour défaire ses ennemis. Haute au large! Alcor? Tandis que les animés japonais posaient ici ou là des questionnements sur la condition humaine, les dessins animés européens et américains évacuaient ce sujet. La complexité des personnages, la richesse dans leur comportement, tout cela était aux abonnés absents dans les productions américaines et européennes. Et les exemples ne manquent pas pour illustrer la nature manichéenne de beaucoup des antagonistes mis en scène. Nous avons perdu sa trace. Imbécile, il doit bien se trouver quelque part. Soldats, fouillez ce secteur. Oui, Discord, à tes ordres. Bien des pays donneraient tout pour posséder l'arme la plus puissante du monde. Faites-leur savoir que les enchères commencent à 50 millions de dollars pour un fragment du météore qui tue. De cette thématique du drama découle un second point intéressant et révélateur. Cette idée de profondeur, de richesse et de complexité de la psyché humaine, on la retrouve au cœur du bouddhisme japonais. Il faut exceller dans sa voie, le Do, mais on ne le fait pas pour sa gloire personnelle ou pour être un héros adulé. Il s'agit de quelque chose de mystique, difficile à comprendre pour les occidentaux. On retrouve cette notion dans énormément d'animés où le héros poursuit une passion, peu importe le sujet, cuisiner, pêcher ou pratiquer un sport. L'important, c'est de suivre totalement cette voie. Ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés. Ces idées et ces visions sont nouvelles pour les petits Européens, car traditionnellement, en Occident, il y a des domaines nobles et d'autres pas. Par exemple, dans le système éducatif français, être dirigé vers un CAP de cuisine est très souvent vécu comme une sanction ou un constat d'échec. Les animés ont permis, plus ou moins consciemment, de lézarder chez les enfants cette hiérarchie et d'introduire l'idée que l'essentiel n'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Si on est sincère, si on y met tout son cœur, il n'y a aucune honte à avoir, même s'il s'agit simplement de jouer au foot et non pas de sauver le monde. D'ailleurs, on pourra trouver des exemples intéressants qui montrent à quel point les animés sont capables de valoriser des activités ou des secteurs improbables, ou en tout cas souvent regardés chez nous d'un mauvais œil par beaucoup. Silver Spoon, par exemple, propose un héros qui va s'inscrire dans un lycée agricole perdu dans la campagne. Il va y découvrir un mode de vie différent de celui de la ville, ainsi que la réalité de la vie d'agriculteur-éleveur. Hikaru no Go, lui, a relancé le jeu de Go auprès des jeunes japonais, puisqu'il était alors majoritairement joué par une génération plus âgée et donc tombé en désuétude. On peut alors se demander s'il avait été diffusé sur les chaînes françaises à l'époque où les animés avaient encore le droit de citer, si le Go se serait alors fermement implanté chez nous. Et tout cela nous amène à notre troisième et dernier point, démontrant en quoi les animés d'alors prenaient leur public plus au sérieux et en quoi ils n'existaient pas uniquement pour vendre des produits dérivés par la suite. En effet, à cette approche narrative et tonale nouvelle du drama s'allie une autre trouvaille, elle aussi novatrice, sur le plan visuel cette fois. Il s'agit d'une animation toute particulière, celle-ci étant limitée. Dans un animé de l'époque, parfois un épisode de 20 minutes aurait pu en réalité tenir en seulement 4 ou 5 minutes, car on a affaire à une dilatation du temps.
ペガサス聖夜の剣がペガサスの13の星の奇跡を描いている。くそ、こんな子供騙し。やめろカシオス、聖夜に近づくな。Au départ, il y a une origine économique à cela, afin de diminuer le nombre d'images pour abaisser les coûts de production. Les Japonais ont ainsi, peut-être involontairement, créé un langage nouveau à partir d'une contrainte. Comme il y a moins de mouvements, il faut davantage soigner chaque plan pour tirer le maximum d'impact. Et finalement, cela résulte en des visuels qui captent l'attention plus facilement et qui sont alors susceptibles de marquer les esprits. Qui, dans la cour de récréation, n'a jamais tenté de reproduire une attaque des Chevaliers du Zodiaque ou un Kamehameha? Et tant que nous en sommes à parler de spécificité visuelle, on ne peut pas faire l'impasse sur l'un des aspects des animés, et même des mangas en général, qui a souvent été pointé du doigt, celui des grands yeux. Comme les dessins étaient souvent simplifiés à l'extrême pour des raisons de temps et de budget, il fallait aller à l'essentiel. Et sur un visage, ce qui permet d'exprimer au mieux et au plus vite les sentiments, ce sont les yeux. Leur disproportion est donc fonctionnelle. Difficile ainsi d'y voir une volonté d'enlaidir les personnages ou de proposer un produit vite fait mal fait, comme certains semblent toujours tristement le penser. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... Même chose avec les cheveux. S'il y a souvent des personnages aux colorations capillaires fantaisistes, c'est parce que ça permet de les identifier et de les différencier rapidement et facilement. Nous sommes donc loin de la légende d'alors qui voulait que les Japonais s'occidentalisaient par honte de leur physique. Ces clichés témoignent surtout de l'incapacité de beaucoup de parents et d'adultes de penser le monde en dehors de la norme à laquelle ils sont habitués. Mais les enfants, eux, encore relativement vierges de formatage social et idéologique, ont pu accueillir et regarder ces animés avec des yeux curieux plutôt que méfiants et désapprobateurs. Ainsi, à ce stade de notre voyage dans le temps, nous avons vu plusieurs éléments qui sont susceptibles d'expliquer les raisons du succès inattendu et surprenant de cette vague animée nippone qui faisait tout sauf brosser dans le sens du poil les codes établis et attendus dans ce secteur du divertissement. Pourtant, des décennies plus tard, nous savons bien sûr que l'âge d'or de ces animés sur les chaînes de télé françaises est révolu depuis longtemps, et au prochain épisode, nous nous pencherons sur les premiers grains de sable qui allaient insidieusement, mais inévitablement, commencer à endommager les engrenages de cette invasion pacifique.